Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu 100 paysages, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café, édition spéciale du vendredi, les voyages en zigzag. Aujourd'hui, nous ne sommes pas très loin de la Suisse, puisque derrière moi, c'est encore le Rhône, à 450 km de Genève, à une petite cinquantaine de kilomètres de la Méditerranée. Nous sommes au pays de Van Gogh, au pays des Gardians. Nous sommes à Arles. Les tambourins, les fifres, voilà qui fait totalement partie de la tradition provençale bien sûr, mais aussi de la tradition camarguaise et de celle d'Arles. Et puis voici les fameuses arlésiennes, si chères à Bizet. Des arlésiennes qui étaient autrefois, qui sont encore souvent les femmes des Gardians et des Manadiers. La différence, c'est qu'autrefois, elles vivaient en ville alors que leurs époux étaient à la campagne avec les taureaux et avec les chevaux. On est dimanche matin, première visite Mistral, à Frédéric Mistral, le grand poète, auquel les Gardians vont aller rendre visite, vont aller surtout rendre hommage. Et puis, car c'est une fête sacrée, on entonne en chœur le Cupo Santo. On est donc à mi-chemin entre le païen et le religieux. C'est en 1512, le 2 janvier 1512 très exactement, qu'a été créée la confrérie des gardiens de Camargue, la confrérie des gardiens de Camargue pour être plus précis. Elle existe encore, elle aura donc bientôt 500 ans. Voici son président de cette année, Hubert Yonnet, et derrière elle, derrière lui, en croupe, vous voyez une jeune femme, c'est la reine d'Arles, la reine que nous retrouverons tout à l'heure chez elle. La voici, elle se nomme Florence Dissay. Cette confrérie des Gardians se réunit donc chaque année en mai, et c'est un peu les retrouvailles entre Gardians et Arlésiennes. 4 heures plus tôt, c'est-à-dire à 6 heures du matin, dans la famille de la reine d'Arles. Florence, je profite d'une petite arrêt comme ça pour vous demander comment on devient reine d'Arles.
Oula. En fait, il faut connaître ce qui concerne le patrimoine arlésien, les monuments historiques, donc les arènes, le théâtre antique, connaître un peu l'histoire. Il faut aussi avoir des notions sur la langue provençale. Il faut aussi avoir des notions sur le costume, qui est une grande partie. Il faut connaître les époques, connaître les différentes pièces. Et en fait, c'est un tout. Au niveau du taureau aussi, il faut avoir des notions. Donc c'est un tout. Et quand vous n'êtes pas reine, que faites-vous? Je suis étudiante en sciences médico-sociales et puis ça me prend une grande partie de mon temps. Donc pour l'instant, je fais mes études et puis on verra après. Je veux bien. La coiffure de la reine d'Arles, c'est quelque chose de très particulier. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous coiffez une reine ou une demoiselle d'honneur. C'est bien la première fois, enfin en tout cas l'année dernière au 1er mai, que je coiffais une reine. Ça c'est évident. Mais non, ce n'est pas la première fois que je coiffe effectivement. Je suis très habituée à coiffer Florence, ma fille, mon autre fille Sophie, et des jeunes filles qui viennent se faire coiffer à la maison régulièrement. La coiffure est différente de n'importe quelle autre, c'est très spécifique. La coiffure est une coiffure tout à fait unique en France, et aucune autre région n'est coiffée de la même manière. On trouve ensemble un compromis pour que ça soit harmonieux. Elle est coiffée selon ce qu'elle a l'habitude. Mais aujourd'hui est un grand jour, c'est pour ça que c'est moi qui la coiffe. Elle est fatiguée et elle souhaite quand même être très très bien coiffée. Fatiguée parce que vous rentrez de voyage? Oui, je reviens en effet d'une semaine au Japon et avec le décalage horaire, j'ai encore un peu l'esprit ailleurs et les jambes aussi. Et les Japonais s'intéressent à la tradition arlésienne? Les Japonais sont passionnés de la Provence. Il n'y a qu'à marcher un peu dans les rues d'Arles l'été et on les voit très régulièrement. Donc on a été très bien accueillis et puis ils étaient très respectueux du costume et ils étaient vraiment heureux de nous recevoir. On ne pourrait pas imaginer une Arlésienne à cheveux courts. C'est tout à fait impossible. Tout à fait impossible. L'Arlésienne se doit d'avoir les cheveux suffisamment longs pour pouvoir être coiffée. Là, je vais poser le crochet qui tient la totalité de la coiffure, en fait, qui est un des crochets les plus importants de la coiffe. La coiffure peut être adaptée à la personne, mais elle doit tenir compte du fait qu'ensuite viendront un certain nombre de parures qui, elles, sont préexistantes. Absolument, et puis de toute manière, elle est codifiée. Elle doit absolument être coiffée de cette façon-là. Les gestes doivent être les mêmes. Ensuite, c'est la position du cheveu sur la tête qui peut être légèrement adaptée un petit peu plus en arrière, un peu plus en avant. Tout dépend du visage, mais la coiffure elle-même est codifiée. Elle doit se porter comme ça et pas autrement. Et ces différentes pièces du costume qui vont se succéder maintenant, on commence par la coiffure, oui. Mais on les trouve dans le commerce ou bien elles appartiennent depuis plusieurs générations à une famille? Comment ça se passe? Eh bien, nous avions la chance d'être d'une famille de tradition, donc nous avions déjà des pièces personnelles qui nous appartenaient dans le fond de la maison, mais toutes les Arlésiennes sont avide de brocantes, donc on cherche dans les brocantes toutes les pièces anciennes que nous pourrions trouver pour compléter les parures. Alors, le ruban que je vais poser à Florence est un ruban d'époque Louis-Philippe, donc qui est parfaitement authentique et qui aujourd'hui est parfaitement assorti au costume qu'elle porte. Pardon. La coiffe d'Arlésienne est unique, aussi bien de sa coiffe et de son habillage, parce qu'il est recréé à chaque fois. Donc, extrêmement éphémère, il est chaque fois nouveau, unique et différent. La femme a une place importante puisque au niveau d'Arles, c'est elle qui porte, on va dire, le plus beau costume. Les messieurs sont très bien habillés, mais ce qui fait la particularité d'Arles, c'est le costume que les femmes portent. Voilà, c'est terminé. Allez, on va se... Monsieur Dissé, j'ai l'impression que c'est quand même un peu vous le responsable, le coupable de cette situation et de cette passion, non? Coupable, non, certainement pas. Mais bon, c'est la vie qui a voulu ça. Hein. Nous, on a toujours été trempés là-dedans. Et puis la fille a pris la suite. Hein. Mais c'était pas un but en soi. Quoi. On n'a fait que de lui inculquer nos valeurs
et notre façon de vivre notre pays et l'amour de nos traditions. Est-ce qu'elle a encore un sens, cette tradition? Oui, bien sûr, parce que bon, tout évolue. Elle n'est pas figée, même si on aime la tradition, elle n'est pas figée, c'est pas quelque chose, elle continue à vivre, elle continue à évoluer. On n'est pas des rétrogrades, ça reste quand même dans la modernité. Donc on voit les jeunes filles qui ont 20 ans, qui sont des jeunes filles comme toutes les autres jeunes filles. Elles sortent en boîte, elles sont vivantes, elles sont dynamiques, mais bon, il y a cet amour du costume, cet amour de la tradition, qui sert peut-être à perpétuer la mémoire de nos ancêtres et une façon de vivre qui était à l'époque comme ça. Maintenant, tout le monde s'habille en jean, tout le monde s'habille différemment. Avant, chaque région avait son costume et chaque région avait son identité, son parler, sa culture et la façon de s'habiller aussi. Au moment où on va faire l'Europe, il faut quand même que chacun garde son identité. Vous êtes fier d'être arlésien? Oui, très fier. Très très fier. Toutes les régions de France et à l'étranger, mais je suis fier d'être provençal et d'être camarguais et arlésien. Donc maintenant nous allons procéder à l'habillage complet, c'est-à-dire qu'on va mettre les différentes pièces qui constituent ce costume et qui est monté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il est unique. On procède à la pose du devant d'estomac. Et tout ne tient qu'avec des épingles. Je vais maintenant poser le fichu de propreté. L'Arlésienne est très très coquette et elle adore soigner ses affaires. Donc ces fichus de soie ne doivent jamais toucher sa peau. Tout à l'heure, Florence, vous serez à cheval. Ça veut dire qu'il faut être bonne cavalière aussi pour être reine? Il vaut mieux, on est amené régulièrement à monter à cheval. Alors il vaut mieux ne pas en avoir peur et ne pas être allergique et le connaître minimum. Voilà, on va procéder à la pose de la dernière pièce du costume, le fichu. Alors le fichu que je vais poser à Florence, c'est un fichu de soie qui date de la fin du 19e siècle. Je vais te la caler, je vais te piquer avec celle-ci. Des pièces de vêtements, mais pas de bijoux. Pas encore. On garde le meilleur pour la fin. Ça fait joli. Je pense que c'est pas mal. Bien, on va mettre les bijoux maintenant. Attends, je vais tirer un sautoir. Et on va ouvrir le coffre au trésor avec les bijoux de la reine. Ça fait partie du patrimoine des reines et on se le transmet de reine en reine. Sur le coffret figurent les noms des reines qui ont déjà porté ces bijoux, qui ont eu cette chance. Et Florence aura sa plaquette avec son nom quand elle aura terminé son règne. Florence disait tout à l'heure qu'on entendait beaucoup parler le japonais pendant l'été à Arles. Je dois dire qu'au printemps, c'est plutôt l'italien, car il y a des quantités d'Italiens, ils occupent pratiquement tout le terrain. Mais bien sûr, eux ne vont pas à cheval, ils se contentent d'être spectateurs. Florence Disset, la reine d'Arles, a repris place en croupe derrière Hubert Yonnet, le président de la confrérie des gardiens. Il est 10h30, 11h. Après la visite à Frédéric Mistral, on monte vers l'église de la Major, qui se trouve au-dessus des arènes d'Arles. Et là va commencer une messe qui est quasiment une cérémonie intime. C'est volontairement que nous n'avons pas pénétré dans l'église. D'ailleurs, tous les gardiens ne pénètrent pas forcément, seuls quelques-uns, les dames aussi. Mais la plupart restent à l'extérieur. La messe est diffusée par haut-parleur. Et puis de toute manière, il y a tellement de gardiens, tellement d'Arlésiennes,
noter au passage, vous avez vu le modernisme dans la tenue, dans la tenue de l'Arlésienne. Fin de la parenthèse. Oui, il y a tellement d'Arlésiennes, tellement de gardiens, qu'il serait bien impossible de faire tenir tout ce monde dans l'église. Regardez, voici la place entre les arènes et la Majour. Une place bondée, et puis des chevaux qui attendent sagement qu'ils puissent l'après-midi retourner, j'allais dire jouer eux aussi dans les arènes, jouer avec les gardiens, être les fidèles soutiens de ces gardiens qui vont s'affronter dans des joutes amicales. Notez tout de même le nombre de chevaux, les tenues aussi, y compris de cette mioche, de cette gamine. Ça n'est pas comme le fait de se sentir footballeur une fois par an en achetant un t-shirt de Zidane. Ça veut dire que les gens possèdent des chevaux, possèdent des selles, et ça ne coûte pas rien, même si on n'est pas riche dans la région. Et puis ils possèdent aussi des tenues, des vêtements qui souvent viennent de leurs ancêtres et sont pieusement conservés, ne serait-ce que pour la photo de famille. La semaine dernière, vous vous en souvenez sans doute, nous étions déjà en Camargue, mais nous nous étions plus directement consacrés au travail des éleveurs de taureaux, des éleveurs de chevaux, au travail aussi de préparation des raseteurs, ces hommes qui font face au taureau dans l'arène, non pas pour le tuer, mais pour jouer avec lui. Et je vous propose que nous repartions quelques instants, pas très loin d'Arles, mais tout de même dans le delta, beaucoup plus près de la Méditerranée, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Mon frère est venu, j'avais 12 ans ou 13 ans, je voulais être cow-boy, je voulais partir aux États-Unis, puis j'ai connu la Camargue après, et puis comme c'était plus facile de venir en Camargue plutôt que d'aller aux États-Unis directement, alors je suis venu ici, puis ma foi, malheureusement j'ai eu le coup de foudre. Voilà. Pour la Camargue ou pour d'autres choses? Pour la Camargue, pour les chevaux. Ouais. Ouais. Et vous avez été accepté sans difficulté? Oui, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Quand on aime les choses vraiment, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ça consiste en quoi le boulot dans une journée en pleine saison? Là, nous, essentiellement, notre façon de gagner notre vie, c'est de louer des chevaux et de partir en promenade avec ces chevaux, avec des clients qui savent monter à cheval ou qui ne savent pas monter à cheval, et puis leur faire tout d'abord découvrir la Camargue, et puis essayer de leur faire aimer cette région, parce que ça vaut la peine. Je l'ai appris parce que j'aimais ça, alors des fois j'allais m'immiscer dans des travaux de gardien, comme chez M. Aubanel à l'époque, où on participait à des abrivades ou à des ferrades, tout ça, et puis on apprend sur le tas, quoi, hein, voilà. Puis après, j'ai eu l'occasion de monter dans une manade beaucoup plus régulièrement chez Gilbert Arnaud, et là où on participait vraiment à tous les travaux que peut comporter une manade, quoi, c'est-à-dire du vaccin des petits veaux au sevrage, en passant par les castrations de taureaux mâles, enfin tout, quoi, d'un bout à l'autre de la manade, les soins, et puis les problèmes des fois aussi. Puis en passant bien sûr par des moments plus agréables comme les ferrades ou les abrivades, où on rencontre un petit peu de monde, où c'est un petit peu la fête, quoi, c'est un petit peu différent. Et donc je me suis mis là-dedans parce que le travail du taureau, c'est vraiment ce qui me plaît le plus à travers le cheval, que ce soit à travers le cheval Camargue ou à travers les chevaux américains, c'est vraiment le travail du bétail qui m'intéresse le plus. Ce qui veut dire que quand vous avez terminé la saison avec les touristes, vous ne rentrez pas en Suisse, vous restez ici toute l'année? Ah oui, je suis là toute l'année, bien entendu. Ça s'entend pas avec l'accent, mais vous venez d'où? Je viens de Diès, du village de Diès, sur la montagne de Diès, à une quinzaine de kilomètres en dessus de Vienne, au pied du Chasseral. Je suis né provençal d'une grande famille des deux côtés, aussi bien du côté de ma mère que du côté de mon père. Et j'avais un grand-oncle qui était maître de massette, c'est-à-dire, on appelle la massette ceci, quoi. Et il était maître de danse également, c'est-à-dire qu'il apprenait
aux jeunes de mon village, filles aussi bien que garçons, les filles en costume du pays, en costume de Mireille, et les arlésiennes, naturellement, en costume d'apparat, à danser les farandoles, les rigodons, même les garçons à danser toutes les danses de Provence qui proviennent des Grecs, c'est-à-dire c'était à la base des danses militaires. Voilà. Ces instruments, ce sont des flautés. On appelle ça en Provence le galoubet, en Pays d'Arles. Il n'y a que 3 trous. 2 trous dessus, 1 trou dessous. Alors, mon grand-oncle me disait, il y a 12 trous au soleil, 1 trou au calabrun. C'est-à-dire 2 trous au soleil et 1 trou au crépuscule, puisqu'il est dessous, il est dans l'ombre. Voilà, un do dièse. Voilà, il y a naturellement le Mistral qui gêne un peu, mais parce que l'air s'engouffre dans un trou et c'est assez gênant. Vous voyez, ça ressort soit de là, soit d'ici, soit de là. Des musiques comme celle-là, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes continuent à les apprendre? Oh, il y en a quelques-uns, mais naturellement les jeunes maintenant ont beaucoup trop de facilité pour s'amuser. Vespa, un tas de scooters, des mobilettes, et pensent plutôt aux gaudrioles qu'à perpétuer naturellement nos traditions et notre musique, nos danses. Moi, je me suis évertué pendant plusieurs années. J'ai dirigé un groupe traditionnel, si vous voulez, on dit folklorique, mais pendant 20 ans. Mais ils ont plutôt, quand vous les avez bien appris, qu'ils savent très bien danser, qu'ils ont acquis tout aussi bien pour les musiciens un certain degré, eh bien ils abandonnent pour aller faire les boîtes de nuit. Voilà. Il fut un temps où les Saintes-Maries de la Mer étaient encore un modeste village provençal et camarguais. Disons que les choses ont un petit peu changé. Il y a aujourd'hui tous les éléments quasiment d'une fête foraine, mais il n'empêche que les Saintes-Maries de la Mer restent un lieu de la tradition camarguaise, de la tradition des gardiens. Depuis plus d'un siècle s'y déroule chaque année la Brivade, et non seulement chaque année, mais plusieurs fois par an. La Brivade, c'est le moment où les gardiens, montés sur leur cheval, amènent depuis, ou amenaient, car aujourd'hui on le fait plutôt en camion, mais amenaient les chevaux et surtout les taureaux jusqu'au toril, jusqu'à la course qu'ils devaient ensuite mener face aux raseteurs. Regardez, voici
les cavaliers, suivi d'une version plus calme. Et après un passage à l'entrée des Saintes-Maries, voici au centre devant le bistrot qui, comme par hasard, s'appelle la Brivade. Alors, vous voyez, c'est une espèce d'escadrille, de formation, des chevaux en triangle et derrière, ou plutôt à l'intérieur, les taureaux. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement difficile et on vous le montrera tout à l'heure, si vous le voulez bien, à l'intérieur des arènes d'Arles. Arles fut une capitale romaine et c'est dans un site romain que se déroulent les jeux, les fêtes d'Arles. Une fois par an, donc début mai, Arlésiennes et Gardiens se donnent rendez-vous dans les arènes d'Arles. Ces arènes qui ont vu d'autres joutes avec des gladiateurs, avec des fauves, avec corps d'homme, avec du sang, avec des pouces levés ou baissés. Aujourd'hui, les Arlésiennes sont beaucoup plus pacifiques, les Gardiens aussi. C'est une fête bon enfant car la Camargue d'abord, c'est un pays bon enfant, un pays où on se sourit, où on se parle, un pays où les gens sont suffisamment fiers de ce qu'ils sont, suffisamment dignes pour ne pas avoir besoin de le prouver par quelque force que ce soit. Voilà, 5 bio-camarguais. 5 bio-camarguais, 5 taureaux camarguais, une quinzaine de cavaliers et leurs gardiens bien sûr. Ça n'est pas une course camarguaise, c'est la reproduction dans les arènes, et d'habitude ça ne se fait pas, ça se fait dans les rues, de ce que nous avons vu tout à l'heure au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est-à-dire un abrivade. Alors même si c'est, je dirais, reconstitué, puisque je vous le répète, ça se fait normalement dans les rues ou sur les routes entre les villages de Camargue. C'est intéressant parce que vous voyez le même triangle dans lequel on va essayer d'enserrer les taureaux. Ils ont l'air de gentils agneaux, mais attention, vous avez vu les cornes, vous avez vu aussi qu'ils sont assez véloces. Et vous voyez comment 2 ou 3 cavaliers tentent, je dis bien tentent d'ailleurs, regardez, mais tentent de faire entrer les 5 taureaux à l'intérieur du triangle pour ensuite se déplacer et emmener toute la troupe, je vous le disais, d'un village à l'autre. Alors en voilà 4 en escadrille, 4 sur les 5 qui ont réussi à s'échapper, donc on recommence à 0. Et comme toujours, l'un des moments difficiles, l'un des moments dangereux aussi, c'est le moment où ces taureaux lancés au galop quasiment vont entrer dans le triangle. Vous l'avez vu d'ailleurs, à ce moment précis, les cavaliers accélèrent car bien sûr, si les taureaux avec leurs cornes arrivaient à une certaine vitesse dans un groupe de chevaux qui eux seraient plus au ralenti, eh ben, il y aurait du dégât. Et c'est donc ce moment qui est assez périlleux. Il m'est arrivé de le pratiquer en race campagne et on n'est pas très fier quand on a à côté de soi et à côté de ses mollets les taureaux. Oui, les hommes qui dominent, c'est comme ça que ça se termine toujours en Camargue. Mais je rappelle aussi qu'à la différence de la course espagnole, en Camargue, les taureaux ressortent toujours vivants de l'arène et on ne peut pas forcément le dire pour tous les hommes qui les affrontent. De Saint-Georges, les gardiens dédient cette abrivade. Merci monsieur. Bravo, vous voyez que la relève est là aussi. Il y a des gens au milieu qui apprennent le métier. Voilà. Cette fois un seul taureau, mais ça n'est toujours pas la course camarguaise. C'est plutôt, comme d'une certaine manière, la brivade. Voilà, vous avez compris, c'est peut-être même pas la peine que je vous explique. En fait,
le gardien, et au passage je vous signale que les gardiens qui sont là, ce sont les mêmes que ceux qui travaillent dans les prés, dans les champs, face aux taureaux ou aux côtés des taureaux. Les gardiens se séparent parfois de leur cheval, soit parce qu'ils ont dû descendre de selle, soit simplement parce qu'ils sont à un endroit où on ne peut pas aller à cheval. En revanche, ils ne se séparent jamais de leur trident lorsqu'ils sont dans un lieu où il y a des taureaux, et vous êtes en train de comprendre pourquoi. Voilà. Le face-à-face avec ces tridents qui ne sont pas dangereux, qui sont à peine pointus, qui sont simplement une défense. Disons que le plus armé des deux, c'est bien sûr le taureau avec ses cornes. Et en plus, il peut tourner. Voilà. Voilà le héros, comme toujours dans les arènes camarguaises. Plus encore que l'homme, c'est le taureau. À la fête annuelle des gardiens, on joue beaucoup avec le taureau. On joue aussi avec le cheval et pour complaire aux dames, aux Arlésiennes. Voici un jeu originaire d'Andalousie et qui a fait quasiment le tour de la Méditerranée puisqu'on le retrouve au Hogar, c'est le jeu des oranges. Une Arlésienne tend une orange au cavalier qui fait le tour très rapidement de l'arène. Il y a 5 groupes de 2 jeunes filles au bord de l'arène, justement. Le jeu consiste non seulement à enlever l'orange, mais à la garder en main et à aller l'offrir à la dame de son cœur. Jeu d'adresse, essayez ne serait-ce qu'en courant ou à vélo, si vous n'avez pas de cheval. Vous me direz si vous y arrivez. À tout seigneur, tout honneur, c'est bien sûr, après les Jeux, le triomphe. Ces hommes, à droite, ce sont les éperviers. Ils sont 2 fois plus nombreux que les colombes. Et voici justement la colombe. La colombe qui va prendre des mains de l'Arlésienne de son cœur un bouquet. Et ce bouquet, il va falloir qu'il le défende face aux 2 éperviers. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, les jeux camarguais, les jeux de gardiens, sont des jeux bon enfant. Et c'est un petit peu comme au cirque à propos des clowns. Ils sont tellement drôles qu'on oublie que ce sont aussi des virtuoses. Vous avez bien compris que si un des éperviers avait réussi à prendre le bouquet, c'est lui qui serait allé le remettre à l'Arlésienne de son cœur. Et pour cette fois, ce n'est pas encore le cas. Un chapeau pour un peu plus de discrétion sur les effusions affectives du gardien et de sa belle. Et déjà, voici une nouvelle colombe. Un nouveau bouquet. Et 2 nouveaux éperviers. Il perd son chapeau, pas forcément son latin. Vous remarquerez tout de même que le simple fait de porter le bouquet à droite pour le protéger, ça veut dire qu'on dirige son cheval avec une seule main, la main gauche.
Mais ça, c'est une grande habitude de la part des gardiens qui habituellement portent le trident à la main droite. Allez, je vous offre encore une colombe. Marc Jalabert, l'un des plus célèbres manadiers, en tout cas l'héritier d'une des plus célèbres manades, la manade de Jalabert. Vous voyez, c'est tout un art à la fois de provoquer les éperviers et de leur échapper, voilà. Vous le remarquez aussi, le public est connaisseur, il est complice. Le jeu de l'épervier, une fois par an, début mai, dans les arènes d'Arles, pour la fête des gardiens. Image assez rare, celle des galeries obscures de ces mêmes arènes. C'est là qu'autrefois les Romains gardaient les lions qu'on allait lâcher pour dévorer des chrétiens. Aujourd'hui, à l'autre bout de l'arène, c'est simplement un taureau qui va sortir du toril. Un taureau qui va affronter les raseteurs. Alors je vous rappelle le principe, même si vous avez regardé l'émission la semaine dernière, le principe de la course camarguaise, rien à voir avec la corrida. Le taureau n'est ni mis à mort ni même blessé, simplement entre les cornes, il porte des ficelles qui ont été fixées le matin au mas par les gardiens, et les rasteurs, c'est-à-dire les hommes en blanc qui sont là, vont tenter d'arracher ces ficelles à l'aide d'une espèce de peigne qui se trouve à leur main droite. Le public, là aussi, est très connaisseur, mais habituellement, dans une course camarguaise, il y a 6 ou 7 taureaux, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'un. C'est seulement pour rappeler les bons principes et pour rappeler aussi que ce qui sous-tend cette activité des gardiens, c'est tout de même l'élevage des taureaux. Et cet élevage, ça n'est pas pour faire boucherie, c'est vraiment pour permettre d'animer les fêtes, les courses camarguaises. Il y en a tout l'été, jusque dans les plus petits villages, dans toute la Camargue bien sûr, mais aussi dans quelques villages autour de la Camargue. N'hésitez pas, ne dites pas que vous ne supportez pas la corrida. Ici, on ne fait pas mal aux taureaux. Allez observer et vous verrez qu'il s'agit d'un jeu dangereux, périlleux pour l'homme, mais finalement très bon enfant pour le taureau qui s'amuse, comme nous le disait d'ailleurs la semaine dernière Patrick Laurent. Je vous rappelle aussi la méthode, un certain nombre de minutes de course, et puis ces hommes qui sont des professionnels ou des semi-professionnels, ces rasteurs en blanc, eux ils gagnent tout ou partie de leur vie en emportant les glands qui sont mis aux enchères par un certain nombre de sponsors ou de membres du public. Et voilà, le taureau quitte l'arène. Et revoici pour un dernier tour de piste les Arlésiennes. Ces Arlésiennes qui autrefois, à l'issue de la fête, regagnaient la maison familiale en Arles, alors que les gardiens, les manadiers, eux, retournaient dans l'immensité de la Camargue pour vaquer à leurs travaux difficiles avec les taureaux. Aujourd'hui, c'est le président de cette association des gardiens, vieille de près de 500 ans, qui vient rendre les honneurs à la foule. Il se nomme, on vous l'a dit tout à l'heure, Hubert Yonnet. Un moment de recueillement, en souvenir à la fois de ceux qui sont morts cette année, mais aussi du marquis Folco de Baroncelli, qui est l'homme qui a redonné vie à toutes ces traditions équestres et camarguaises. À Arles, la fête continue, mais je vous propose que pour un instant au moins, nous quittions Arles pour nous rendre un peu plus à l'intérieur de la Camargue, dans un lieu que vous allez découvrir. Camargue. À lui seul, ce nom fait déjà rêver. Territoire irréel,
suspendue au bon vouloir des éléments, eau, vent, soleil. Formée au cours des siècles par les alluvions du Rhône, la Camargue est une île méditerranéenne où se côtoient taureaux noirs, chevaux blancs et flamants roses. À l'origine du sauvetage des flamants roses, un Suisse, Luc Hoffmann. Je pense, oui, qu'on les a sauvés, peut-être même pas seulement pour ici, mais pour la Méditerranée. Parce qu'ils avaient cessé de nicher en Camargue. Et nous avons corrigé ça. Et ensuite, les Flamands sont revenus s'installer. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait un réel danger qu'il allait cesser de nicher en Camargue. Et comme la Camargue, dans les années 70, 80, produisait à peu près les 80% de la progéniture des Flamands en Méditerranée, la disparition permanente d'une colonie en Camargue aurait certainement eu comme suite un déclin très fort, sinon une disparition des populations de Flamands de la Méditerranée. L'étang du Fongassier, où nichent désormais chaque printemps plusieurs dizaines de milliers de couples de Flamands, et à 2 pas, ces travailleurs de la mer. Regardez l'espèce de râteau qu'ils tirent vers la côte. Ce sont des pêcheurs de tellines. Les tellines sont là, mélangées au sable, on va les trier, c'est succulent. L'année du 1er janvier au 31 décembre, c'est vraiment mon métier. Tout le temps. Beau temps, mauvais temps, n'importe lequel. On arrive à en vivre. On arrive à en vivre, mais en faisant des heures. On démarre, nous, le matin à 7h30 du matin, et ça peut venir jusqu'à 8h du soir. Ici, nous sommes dans le domaine de Marc Magnas. La baie de Bauduc, il n'y en a pas 2 en France, il n'y en a qu'une. Elle est au cœur de la Camargue. Tu sais qu'il y a les Saintes-Maries au nord, et au sud, à l'est, tu as l'embouchure du Rhône. Elle est située entre le Grand Rhône et le Petit Rhône. Si nous sommes venus ici, d'année en année, c'est que la pollution d'un côté, etc., c'est notre dernier point d'attache ici. Partir d'ici pour aller ailleurs, il n'y a plus de possibilités, c'est la dernière. Puis ça fait 30 ans que nous y sommes, on a envie d'y rester. Hein. Moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui voudraient continuer de faire le métier de pêcheur de la façon dont nous le pratiquons aujourd'hui, comme le pratiquaient mon père et mon grand-père. Voilà ce qu'on voudrait conserver. L'histoire de Marc Magnas et de ses fils vaudrait seule une émission complète. Le père de Marc, pêcheur grec, est venu en bateau, en barque, depuis la Grèce, voilà un peu moins de 50 ans. Et c'est ici, dans ces terres volées à la mer, je dirais, grâce aux alluvions du Rhône, qu'il a longtemps pêché avant que son fils puis ses petits-fils prennent la relève. On pêche un peu de sole, on pêche du lourd, on pêche de la dorade. Et non seulement on les pêche, mais ce qui n'est pas jeté aux mouettes va tout droit et tout frais ici, sur un grille, sur une grille. Et c'est le même Marc qui prépare pour la clientèle de ce lieu loin du monde, loin de tout, les poissons qu'il a lui-même ou que ses enfants ont pêchés. S'il n'y avait qu'un lieu que je vous recommande d'aller visiter, c'est bien celui-là. L'adresse, le numéro de téléphone figure sur notre site web. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Ce sera avec plaisir que nous vous donnerons quelques indications sur d'ailleurs tous les sujets évoqués pendant cette émission. Nous voilà arrivés au terme de cette émission consacrée à Arles et à la Camargue. La semaine prochaine, ce n'est pas vendredi que nous nous retrouverons, mais lundi déjà, puisque toute la semaine, nous serons en Argentine. À lundi. Cette rivière, appelée Varadero, c'est un bras du fleuve Paraná, et c'est par ici qu'ils sont arrivés les premiers colons suisses, le 3 février 1856. Par bateau parce qu'il n'existait pas de chemin à l'époque.
c'était presque l'unique moyen de communication avec les centres-villes, la capitale. Depuis la Suisse, il leur avait fallu combien de temps pour arriver jusqu'ici? Ils ont voyagé à partir du port d'Anvers pendant 2 mois et quelques. Ils sont arrivés à la capitale, ils sont restés là-bas quelques jours et un peu accidentellement, ils ont trouvé M. Frères qui les a amenés ici. Et ils ont changé les habitudes, les coutumes de la population originaire. Algo medio chico es mi rancho, tal vez para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita al salado. Uno mejor. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí fue. He hecho al rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Un hornito y barro, mortero y fogón, tengo además a mi negra chura que sabe batear. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? La chacarera del rancho.